Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 170 si je ne m'abuse, 170 si vous préférez, je suis belge pour ceux qui se demandent, et comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, pas mal d'actualités intéressantes cette semaine-ci, même si on est un petit peu après l'événement Apple, ou c'est toujours un petit peu plus calme après l'événement Apple. Toutefois, la semaine qui arrive, normalement ce Texama Show sort lundi, donc la semaine où vous êtes actuellement va être très chargée au niveau carte graphique, évidemment avec les annonces Nvidia, ainsi que les annonces AMD, donc ça va être très intéressant. Et bientôt aussi, on aura la sortie évidemment des nouveaux processeurs Ryzen, donc là, ce sera encore plus. Première news, c'est au niveau des iPhones, justement, on en parlait juste avant. Évidemment, ils commencent à être livrés maintenant, et du coup, iFixit a fait son habituel démontage de l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro pour voir ce qui se passe un petit peu dedans. C'est toujours assez intéressant, voir un petit peu si les téléphones sont facilement réparables. Ça va, mais c'est pas les meilleurs comme d'habitude, hein. Apple continue de mettre certaines mesures, notamment ils utilisent des vis totalement différentes. Il y a certains trucs qui sont un peu compliqués des fois à démonter, donc ça reste pas le téléphone le plus facile à démonter, mais ça va encore. Donc ils ont un score de rapidité de 6 sur 10. En général, ils ont toujours 6 sur 10, les iPhones. Le truc dommage, toutefois, c'est que les nouvelles iPhone 12 ont une plus petite batterie que les iPhone 11 de manière générale. Oui, il y a la puce gravée en 5 nanomètres qui permet de consommer un petit peu moins normalement, mais il y a déjà des tests de batterie qui ont été faits et les iPhone 12 durent moins longtemps que les iPhone 11 et ça, c'est assez décevant selon moi. Le seul qui a une upgrade, c'est techniquement l'iPhone 12 normal, pas le Pro ni rien, juste 12. Comme il a un écran OLED maintenant, il tient plus longtemps que l'iPhone 11 qui avait un écran LCD, je vous rappelle. Donc il y a une petite upgrade ici, mais les modèles Pro par contre ont un petit peu une downgrade et c'est un petit peu dommage. Je dirais même c'est assez dommage parce que les gens se sont moqués pendant des années des iPhones qui avaient pas la meilleure batterie. Finalement, ils ont eu un moment où ils ont mis des vraies bonnes batteries dans leur téléphone et maintenant ils reviennent en arrière, quoi. C'est juste. Ah, Apple. C'est vraiment ça. Bon, c'est peut-être pour que l'année prochaine, ils vont dire hey, on a fait des technologies incroyables qui nous permettent d'économiser la batterie, tout ça, c'est génial. Du coup, c'est aussi, pour ceux qui se demandent, le fait que ces iPhone 12 durent moins longtemps niveau batterie, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas de 120 Hz, tout simplement parce que comme ils ont déjà une moins bonne batterie que les 11 Pro et 11 Pro Max, imaginez s'ils rajoutent le 120 Hz par-dessus sur les modèles Pro, là la batterie aurait été encore moins bonne, quoi. Même avec un taux de rafraîchissement variable qui varie selon ce que vous faites, ça aurait été moins bon forcément. Donc ouais, à mon avis, c'est peut-être plus pour l'année prochaine où ils vont dire hey, on a fait des nouvelles technologies incroyables, maintenant la batterie dure X% plus longtemps parce que on est les meilleurs. Un petit peu comme ils avaient fait avec les iPhone 11 où ils n'avaient pas dit qu'ils avaient augmenté la taille de la batterie, ils avaient dit qu'ils avaient fait des trucs incroyables pour augmenter la durée de vie de la batterie, mais au final, le truc le plus incroyable qu'ils avaient fait, c'est d'augmenter la taille de la batterie tout simplement. C'est souvent ce qui marche le mieux pour augmenter l'autonomie d'ailleurs. Juste augmenter la taille de la batterie. Mais bon, bref, dans tous les cas, c'est à peu près tout. On avait aussi le système de MagSafe qui était assez intéressant avec tous les aimants et tout, mais globalement, c'est à peu près tout pour ce démontage. Ensuite, toujours au niveau smartphone, un autre téléphone qui est très intéressant, mais qui ne sera pas intéressant, c'est le Huawei Mate 40 Pro. C'est réellement, au niveau des specs, un smartphone très intéressant, même si, selon moi, la petite pastille caméra frontale est un petit peu grosse, même sacrément grosse. Je ne sais pas pourquoi ils le font pareil. Une seule caméra de selfie suffira à l'avant, mais bon. Dans tous les cas, c'est, comme je le dis, au niveau spec, un téléphone qui serait très intéressant en termes de performance. Il a une puce aussi en 5 nanomètres, tout comme Apple. Et c'est certainement d'ailleurs l'une des dernières puces haute performance qu'ils vont pouvoir faire. On va en parler juste après. Ils ont un écran magnifique, ce qu'il faut au niveau capteur photo à l'arrière. D'ailleurs, ils ont fait une sorte de rond comme ça avec les 4 capteurs. C'est assez unique. Une finition plutôt sympathique aussi. Donc, c'est un petit peu mat. Donc, ça garde moins les traces de doigts et tout. Juste incroyable niveau spec. Le seul problème, encore une fois, hein, vu que c'est Huawei, c'est que vous n'avez pas le Play Store. Vous n'avez aucun service Play Store et tout ça. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et aussi, comme je disais, ce smartphone, enfin ce processeur, c'est le Kirin 9000. Donc, c'est un nouveau d'une nouvelle génération. Ils en ont produit plein à l'avance pour la simple et bonne raison que, vu que pour leur processeur, ils utilisaient certains designs qui venaient des États-Unis, ils vont être interdits d'utiliser ces designs et du coup, ils vont plus pouvoir faire des processeurs haute performance parce que ils devraient trouver des alternatives, ce qui prendra évidemment du temps.
Donc, ça veut dire que ils ont dû en fabriquer apparemment une dizaine de millions à l'avance de processeurs Kirin 9000 pour pouvoir faire justement des Huawei Mate 40 Pro pendant le reste de l'année, quoi. Mais le truc, c'est que quand ils auront plus de stock, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, quand l'année prochaine, pour le prochain smartphone, qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne sait pas trop. Donc, yep, c'est vraiment bizarre comme téléphone quand on y pense, parce que du coup, c'est un téléphone au niveau spec qui est incroyable. Mais à côté de ça, il est pas forcément très utilisable pour la plupart des gens parce qu'il n'y a pas le Play Store, il n'y a pas tous les services du Play Store aussi qui sont très importants pour certaines applications. Et surtout, aussi bien, vous ne pourrez plus l'acheter dans un an parce qu'il n'y aura plus de processeur pour mettre dedans, quoi. Donc ouais, c'est... encore une fois, je trouve ça, moi, personnellement, assez décevant. Après, je peux comprendre qu'il y a évidemment des inquiétudes sur ce que fait Huawei, mais juste envie de dire que vous devriez aussi vous inquiéter que Google vous espionne, que Facebook vous espionne et que toutes les autres marques vous espionnent basiquement. Donc, ouais, je sais pas. Selon moi, encore une fois, c'est un petit peu, on pointe tous le doigt vers Huawei, alors qu'il y en a d'autres qui font pire en réalité. Mais bon, on verra bien ce qui se passera dans le futur. Ensuite, on a une news sur la Xbox Series X où Microsoft a décidé de faire un petit peu d'humour. Quand la Series X avait été annoncée, il y a beaucoup de gens qui l'avaient comparé à un frigo. Et du coup, ils ont fait un frigo Xbox X, enfin Series X. Alors, c'est pas un truc que vous pouvez acheter, c'est juste un truc unique pour le délire, mais il est énorme d'ailleurs, et c'est littéralement un frigo sous la forme d'une série X, quoi. Et la boîte aussi, juste énorme, comme vous pouvez voir avec Sarah Justine ici, qui est une youtubeuse qui a pas mal de liens directs avec Microsoft. C'est à mon avis pour ça qu'elle a pu faire cette vidéo-là. Il y en a 3 dans le monde pour information. Donc ouais, juste, voilà, c'est un peu délire. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir à quoi ça ressemble, mais ouais, c'est un peu n'importe quoi. Ensuite, j'ai 2 petites news ici que je vais vous grouper en une seule news sur des rumeurs, évidemment. Hein. On aime bien les rumeurs, notamment vous avez le 5600X qui a été ajouté à CPU, à Passmark, donc la catégorie CPU Mark, donc c'est le test CPU de Passmark en gros, et il est arrivé premier directement avec 3495 points, ce qui est largement plus que le 10900K qui a fait 3177 points. Est-ce que ça veut dire que ça va être les meilleurs processeurs au monde? Peut-être pas, peut-être, on verra bien. Dans tous les cas, il va y avoir plus en plus de leaks en arrivant jusqu'au 5 novembre, donc je tiens juste à prendre cette news pour vous dire hey, oui, il y aura beaucoup de leaks, comme d'habitude, à toujours prendre avec des pincettes. On ne sait pas les conditions de tester tout ça. J'ai hâte vraiment de voir ce qu'ils vont donner ces processeurs, mais bon. Moi, je préfère toujours rester en mode, ok, attendons les tests, attendons que tout le monde l'ait sous la main, qu'on puisse vraiment le tester. Même chose avec la 6800 XT qui a été testée dans 3D Mark. Donc là, il y avait pas mal déjà de chiffres qui avaient déjà fuité par le passé. Donc là, vous avez un petit tableau qui résume un petit peu tout ça. Mais globalement, elle a l'air très performante, mais dans certains cas, elle a l'air moins performante que la 3080. Donc c'est vraiment particulier. C'est genre dans certains benchmarks, selon ces leaks, elle dépasse totalement la 3080. Dans d'autres benchmarks, elle se fait totalement dépasser par la 3080. Donc c'est vraiment c'est très yo-yo en fait. Donc en gros, même chose qu'avant. Attendons les benchmarks officiels. Attendons qu'on ait la carte sous la main pendant que j'ai mon ventre qui gronde. Je sais pas si c'est entendu. J'ai faim, ok? J'ai faim. Je tourne cette vidéo avant de manger. C'est pas de ma faute. Dans tous les cas, attendons de voir les benchmarks. Toujours au niveau carte graphique, là par contre, c'est pas des rumeurs autre chose. Le DG1, donc c'est le premier GPU d'Intel, le vrai GPU, genre une carte graphique que vous pouvez mettre dans votre carte graphique, dans votre PC plutôt, va bientôt arriver. Ce DG1 est basé sur le modèle de développement qui était déjà sorti, donc le DG1 Software Development Véhicule. Donc c'était cette carte-là qu'on avait déjà vue. Donc c'est basé sur la même architecture que vous avez dans les processeurs Tiger Lake qui arrivent, qui est vraiment très intéressant niveau performance. Alors ça va pas être la carte pour jouer au dernier jeu AAA en 4K ou autre chose, non. Mais ça pourrait être une carte intéressante pour ceux qui veulent rajouter un peu plus de puissance graphique dans leur PC, pour ceux qui cherchent une carte, vous voyez, pas trop chère non plus. Ça va certainement arriver d'abord dans un premier temps dans le domaine professionnel, mais comme je le redis encore une fois, il nous faut plus d'acteurs dans le milieu du GPU, comme il nous faut plus d'acteurs dans le milieu du CPU. S'il y a 3 marques qui font des cartes graphiques, ça fait plus de concurrence pour ceux qui, justement, Nvidia semble dominer un petit peu en ce moment le milieu des cartes graphiques. S'ils ont de la concurrence de la part d'AMD et de la concurrence de la part de Intel, c'est bon pour nous parce que les prix vont diminuer. Même chose avec les processeurs. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Encore une fois, ce ne sera pas la carte graphique la plus puissante, mais
c'est cool à voir que il y a un petit peu plus de concurrence. Petite autre news très rapide, vous avez Asus qui a annoncé des mises à jour pour leur carte mère pour supporter Zen 3, donc la nouvelle architecture d'AMD, donc les processeurs Ryzen 5000. Donc ça continue, hein, les constructeurs le font petit à petit. C'est d'abord les cartes mères en B550 et X570 qui sont mises à jour. Vous avez aussi les cartes mères normalement en A520 qui doivent arriver. Mais bon, techniquement elles sont déjà sorties. Je ne sais pas si on peut vraiment les acheter. Dans tous les cas, c'est toutes les cartes mères en quelque chose 500 en gros qui vont être mises à jour en premier. Les cartes mères en B550 et X470 doivent toujours être mises à jour aussi, hein, pour ceux qui se demandent, mais ça arrivera après. Il y a aussi des nouvelles cartes mères qui sont montrées, notamment la Crosshair with Dark Hero, que j'ai sous la main, pour vous la montrer un petit peu si vous voulez dans une future vidéo ou autre chose. Donc là voilà. Seriez-vous intéressé par un unboxing dans le prochain Texama Show par exemple? J'en fais assez rarement des unboxings, à part si c'est vraiment genre... Oh, il y a une nouvelle génération de cartes mères qui arrive. Ok, j'en unbox une ou deux pour voir ce qu'il y a de nouveau dessus. Là, ça reste une carte mère en X570. La grosse nouveauté ici, c'est qu'évidemment, elle supporte les nouveaux processeurs dès la sortie de la boîte. Donc, il n'y a pas besoin de mettre à jour le BIOS. Et aussi, elle est full passive. Donc, il n'y a pas de ventilateur. Pour une carte mère X570, c'est très rare. Il me semble qu'il n'y en a qu'une seule autre qui existe actuellement. Outre, évidemment, les cartes mères water coolées. Mais ça, c'est techniquement pas passif vu qu'il faut du water cooling. Enfin bref, très intéressante. Il y avait aussi une nouvelle TUF Gaming qui arrive et aussi une nouvelle Strix en B550 qui est la XE Gaming Wi-Fi et qui a l'air assez overkill aussi. Mais bon, donc notamment la X570 Pro devrait être plutôt intéressant parce que ce sera la remplaçante à la X570 TUF que j'ai personnellement pour faire mes tests. Et c'est une assez bonne carte mère. Donc ouais, ça devrait être assez intéressant. Je tiens à préciser que c'est pas sponsorisé ou autre chose par Asus, que le fait que j'ai la carte ou autre chose, c'est juste pour tester et je dois la rendre après. Donc pour ceux qui se demandent, voilà. Ensuite, petite news rapide sur SpaceX qui continue de tester leur prototype de Starship et qui commence même normalement à construire leur nouveau booster qui pourra propulser justement Starship en orbite. Donc, ils ont fini d'assembler le SN8 totalement. Donc, c'est la première fois vraiment qu'on le voit depuis le modèle, voilà, très longtemps, voilà, plus d'1 an maintenant, de tests complets qu'ils avaient assemblés et puis qui s'étaient pété la gueule à cause du vent, si vous vous souvenez, et tout ça. Non, là, c'est la première fois qu'on en a totalement assemblé avec 3 moteurs installés et tout. Ils ont déjà fait un test où ils ont allumé les 3 moteurs en même temps très rapidement pendant quelques secondes et tout marchait bien, donc ça, c'est plutôt cool. Et ils ont aussi, comme ils ont fini de genre assembler tout, bon, on peut le voir à peu près fini et c'est ultra classe. Donc là, vous avez NASA Space Flight que je vous recommande chaudement. C'était pas cette vidéo-là que je voulais cliquer. Vous avez NASA Space Flight que je recommande chaudement parce qu'ils ont des très bonnes images à chaque fois. Et là, ils ont notamment un petit live où ils ont montré tout la procédure où ils ont pris... SpaceX a pris le haut du Starship pour le mettre par-dessus la partie basse et c'est très intéressant. Donc là, vous avez le Starship complètement fini. Et encore une fois, pour ceux qui ne se rendent pas compte à quel point c'est grand, là, dans la nacelle ici et ici, vous avez des êtres humains qui sont dedans. Et ils sont tout petits. Ils sont vraiment tout petits. Ça fait 8 mètres de diamètre, hein, ce Starship. Et du coup, vous avez les 2 petites ailes en bas qui va lui permettre de contrôler un petit peu sa réentrée dans l'atmosphère parce que c'est le second étage de la fusée. Donc, il va aller en orbite. Peut-être pour aller jusqu'à la station internationale ou autre chose, et il va devoir redescendre dans l'atmosphère. Donc il lui faut quelque chose pour un petit peu contrôler sa descente. Et vous en avez aussi sur le haut 2 aussi de chaque côté. Donc très intéressant. J'ai hâte de voir le test parce qu'ils vont bientôt le tester. Ils vont le faire voler ce Starship jusqu'à normalement 15 000 mètres d'altitude, si je me souviens bien. Plus haut que l'Himalaya en tout cas, donc très haut, et ils vont le faire redescendre, donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner, et aussi très impatient aussi de voir le full BFR assemblé. Donc encore une fois, il y a un booster qui va en bas de ça, un booster qui est plus haut, hein. Donc la fusée complète fera plus de 110 mètres, 120 mètres de haut, donc ça va être juste n'importe quoi. Et aussi, ça va être la fusée la plus puissante au monde qui existe. Et ce sera la première fusée aussi 100% réutilisable. Alors, il y en a qui étaient réutilisables en partie, notamment la Falcon 9 est réutilisable en partie. Notamment le booster est réutilisable.
Le fairing aussi, donc c'est ce qui encapsule le satellite, était réutilisable, mais le second étage n'était pas vraiment réutilisable. La navette spatiale aussi était évidemment entièrement réutilisable. Toutefois, tout n'était pas entièrement réutilisable. Il fallait rechanger certains trucs dessus entre chaque vol. Les boosters, vous pouviez aussi les récupérer, donc qui propulsaient la navette au décollage. Vous pouviez les récupérer, mais il fallait encore une fois les retraiter. Et aussi l'énorme réservoir de carburant de la navette spatiale, qui est le truc orange que vous voyez, n'était pas réutilisable. Lui, il me semble qu'il le larguait et du coup il se fissurait dans l'atmosphère, enfin il n'en restait rien quoi. Donc ouais, il y en a déjà eu en partie réutilisables, mais là ce sera la première fois qu'on aura un truc 100% réutilisable, genre rien n'est perdu et ça va être très intéressant, j'ai hâte de voir ça. Ça va prendre encore un petit peu de temps évidemment, mais de temps en temps dans les Texama Show je vous en parlerai. Moi personnellement je suis ça chaque semaine à fond, l'actualité de ça, mais yep, j'évite de trop en spammer aussi. Vous avez une émission qui s'appelle La Minute Spatiale, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui fait des très bons résumés de l'actualité, justement, de tout ce qui se passe dans le milieu de l'espace. Donc, pas juste SpaceX, un petit peu de tout. Donc, ouais, c'est très intéressant. En parlant d'espace, d'ailleurs, Nokia a été sélectionné par la NASA pour construire le premier réseau 4G de la Lune. Donc, là, vous êtes en mode, what? Alors, ce réseau 4G va être utilisé pour surtout s'il y a des astronautes qui retournent sur la Lune, c'est prévu normalement, hein, pour communiquer sur la surface de la Lune pour eux. Donc en gros, ils ont un camp de base, s'ils sont 100 mètres plus loin parce qu'ils prennent des trucs dans le sol pour voir ce que ça donne, ils peuvent toujours communiquer avec la base sans utiliser forcément des trucs radio ou autre chose. Et aussi, ils peuvent échanger des données très rapidement. Ça, c'est le plus important. Par exemple, s'ils prennent une photo, ils peuvent l'envoyer directement sans revenir au camp de base, brancher l'appareil et puis utiliser l'antenne, par exemple, de ce qu'ils ont utilisé pour arriver sur la surface de la Lune. Donc en gros, c'est pour permettre de communiquer plus efficacement sur la surface de la Lune et pas juste communiquer avec de la voix, mais aussi communiquer avec de la vidéo ou envoyer des choses. Donc c'est assez important parce que jusqu'à maintenant, ils avaient, comme j'ai dit, des systèmes radio qui fonctionnaient, hein, mais un vrai réseau 4G, là, ils n'ont plus besoin de trop de se préoccuper, surtout que les modems 4G sont très basse consommation, parce que ça tient dans un smartphone. Et du coup, oui, Nokia fait des réseaux 4G et même ils sont dans la 5G, pour ceux qui se demandent. Donc Nokia existe toujours et c'est un assez gros business qu'ils ont, hein, d'installer des antennes et tout ça. Donc peut-être que près de chez vous, vous avez une antenne Nokia qui vous offre votre 4G, vous ne le savez même pas. C'est fort probable. Ils fournissent... Alors, c'est pas un opérateur 4G, hein, c'est pas Orange ou SFR ou autre chose. Ils installent le matériel, ils créent le matériel, mais ils ne fournissent pas un service directement. Donc là, évidemment, ce qu'ils vont fabriquer, c'est une antenne 4G qu'ils pourront mettre sur ce qu'ils vont utiliser pour aller sur la surface de la Lune, et puis peut-être aussi des petits modems 4G qui seront dans les appareils, en gros. Mais bon, c'est à peu près tout sur cette news. Intéressant, et ça permet de rappeler aussi que normalement, il y a des plans pour les États-Unis de retourner sur la Lune avec des astronautes. Ça va prendre un petit peu de temps, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show. Et je vous dis ciao, ciao!